Bonjour et bienvenue dans votre Maurienne Mag. Aujourd'hui nous sommes au refuge de la FEMA sur la commune de Valseny-Termignon, au cœur du parc national de la Vanoise, pour parler du parc national de la Vanoise avec ses différents intervenants. Rosenars, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente du conseil d'administration du parc national de la Vanoise et vice-présidente du conseil départemental de la Savoie. Quelles sont les richesses naturelles du parc national de la Vanoise? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments? Bien sûr, alors c'est un parc national. Donc un parc national, c'est un patrimoine naturel remarquable et donc des espaces exceptionnels. On les a autour de nous. Donc en Vanoise, c'est une zone de montagne, donc avec des glaciers qui sont d'ailleurs pour certains sous surveillance. C'est une faune emblématique. Tout le monde connaît les bouquetins. Il y en a à peu près 2000 en Vanoise. Voilà, on peut peut-être le rappeler, c'était le but de création du parc de 1963. Exactement, c'était pour protéger les bouquetins qui étaient en voie de disparition. Et depuis, ils se sont donc bien reproduits, les chamois bien connus, les marmottes. Le gypaète barbu aussi. Et le gypaète, justement, dont nous sommes très fiers d'avoir 7 couples reproducteurs. Mais il y a la faune aussi, et la flore, bien entendu, avec 1400 espèces, dont une soixantaine sont protégées. Le tout qui s'étend sur 535 km² de cœur de parc, et j'avais relevé 29 communes. Voilà, qui ont pour partie une partie cœur. Voilà. Alors, parlons un petit peu de la démarche qui est entreprise depuis 2017 au sein du conseil d'administration du parc. C'est la démarche Bien vivre ensemble en Vanoise. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette démarche qui a été entreprise? Oui, c'est un protocole que nous avons signé tous ensemble pour tisser des bonnes relations entre le parc national de la Vanoise, donc établissement public, avec sa zone d'implantation, donc les communes qui, pour l'essentiel, n'ont pas signé la charte les liant au parc et ne sont liés au parc que par la zone cœur. Donc nous avons fait des groupes de travail dans lesquels se sont impliqués les élus des communes, les membres du conseil d'administration et les personnels du parc national pour aborder des thèmes sur lesquels nous avions des conflits, des problèmes et y donner des réponses très concrètes. Alors quelles sont les avancées aujourd'hui justement de tout ce travail? Alors sur les groupes de travail thématiques, il y avait 17 thèmes qui avaient été identifiés. Eh bien, on a aujourd'hui des bonnes avancées grâce à ce travail important de ces groupes. Donc je pourrais en citer quelques-uns. Nous avons abordé le tourisme pour bien positionner le parc national comme un acteur économique de nos hautes vallées. Mais même si ce sont dans ces thématiques de protection de la nature, c'est un agent important du développement économique, notamment par les travaux importants qui sont faits dans les refuges. Il y en a eu à Prarion, il y en a eu ici à Plan du Lac, et comme dans tous les refuges. C'est aussi sur la question du patrimoine bâti. Un patrimoine bâti en cœur de parc, c'est l'application de règles nationales, mais aussi de règles du parc national, donc plus restrictives, donc mise à disposition d'un architecte, de manière à ce que les personnes puissent avoir des dossiers recevables. C'est aussi le loup. Bien sûr, on ne peut pas ignorer la question du loup en zone cœur, même si la loi est nationale. Donc une implication forte du parc par des actions auprès des agriculteurs importantes. C'est aussi les portes de parc, les entrées de parc, qui étaient réputées être repoussantes parce que extrêmement restrictives, avec que des interdictions. Donc des gros travaux ont été faits, notamment à Tignes, pour le démarrage du téléphérique de la Grande Motte, à Pézénancroix, donc au refuge de Rosuel, et prochainement à Bellecombe, sur la commune de Valseny-Termignon, où ces portes de parc doivent être accueillantes. On gomme les interdits et on fait de ces entrées de parc une invitation au voyage, en fait, une invitation à l'émerveillement, l'émerveillement qu'on a aujourd'hui, en fait, en définitive. Puis il y a d'autres thèmes qui ont été balayés, je pourrais en citer d'autres. Eh bien, écoutez, merci Rosenars, et on retrouve dès à présent donc Sébastien Vincendet et Guy-Noël Grosset. Sébastien Vincendet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes alpagiste sur Bessan et puis participant au programme alpin Alpage Sentinelle. Alors vous avez mené ces dernières années d'importants projets de rénovation de votre ferme. Comment ça s'est traduit? Puisque c'est une ferme qu'il faut situer, donc qui est en plein cœur du parc. Alors c'est l'alpage qui est en plein cœur du parc. Donc oui, c'est un projet qui a mis 4 ans à aboutir. Et donc on a créé un logement décent. Donc pour nous déjà les bergers, donc on est une équipe de 3 tout le temps sur place là-haut.
Donc on est 3 associés sur notre ferme, on fait un élevage bovin, lait, et donc on produit du Beaufort là-haut sur place à l'alpage. On a un alpage qui est difficile d'accès et où il y avait eu 40 ans de déprise agricole sur cet alpage. Et en relation, en collaboration avec le parc national en 2002, en fait, tout le monde s'apercevait qu'il y avait un appauvrissement de la diversité florale et également aussi certains animaux qui avaient plus de mal à se reproduire du fait de la déprise agricole. Il y a cet alpage qui a été sous l'impulsion aussi du GEC que gérait mon père et mon oncle. On a décidé de remettre en route cet alpage et donc ça a été fait grâce à la création d'une piste. Et donc moi j'ai repris l'exploitation en 2010. Donc avant je faisais les saisons d'alpage et en 2010 j'ai repris les rênes de l'exploitation et voilà, et donc on s'est naturellement ou pas tourné vers une forme d'activité agro-touristique pour diversifier notre activité, puisque on a décidé, du fait qu'on était dans un milieu préservé, on a décidé plutôt que de partir sur un développement de la production avec plus de vaches, grossir et forcément à la fin peut-être avoir un impact négatif sur notre milieu, on a décidé de créer cette activité agro-touristique en faisant partager notre quotidien aux gens qui montent nous voir à l'alpage. Qui vont nous voir. Voilà. Et alors, vous contribuez au programme Alpage Sentinelle, ça en fait partie? Alors l'alpage Sentinelle, je dirais que c'est la continuité un peu de ces mesures agro-environnementales. C'est une démarche qui est volontaire. Donc moi, quand j'avais entendu parler de ce programme, voilà, ça m'intéressait parce qu'on fait tous des constats dans nos montagnes, et surtout nous en tant qu'alpagistes, on est tout le temps à l'extérieur, et on fait des constats, sauf qu'on ne marque pas forcément les choses. Et le but à la base de ce programme Alpage Sentinelle, c'était vraiment de faire un état des lieux et chaque année de noter. Donc moi, mon rôle sur mon alpage, c'est de marquer la pluviométrie, de marquer les événements climatiques, voilà, les crues, tout ce qui peut se passer un petit peu d'atypique et de le noter. Et puis, donc après, le parc national a son rôle aussi dans ce protocole. Il y a des ingénieurs, des chercheurs qui analysent des données satellitaires pour voir l'enneigement tout au long de l'année sur l'alpage. Et puis, nous, notre rôle, voilà, c'est vraiment de la prise d'information. Et moi, ce que j'ai apprécié dans cette démarche d'Alpage Sentinelle, c'est que le programme est en train d'évoluer vers les changements de pratiques liés au changement climatique. Et du coup, encore une fois, ça permet des moments d'échange avec les agents du parc. Et plus il y a de l'échange, et plus on peut des fois sortir de situations de crise ou même éviter des crises, quoi. Eh ben, Sébastien Vincendet, vous remercie. À côté de vous, donc, qui collabore très étroitement avec vos fonctions, c'est Guy-Noël Grosset. Vous êtes chargé de mission agro-environnement du Parc national de la Vanoise. Alors déjà, quelle est votre mission déjà, pour résumer, pour expliquer bonjour. simplement? Oui, bonjour. Donc effectivement, je suis en charge de coordonner les opérations menées par le parc en lien avec les agriculteurs pour concilier au mieux leurs pratiques avec les autres enjeux de préservation de la biodiversité. Alors le parc, il faut rappeler, donc c'est la protection de la faune, de la flore. Hein, donc justement, l'agriculture, ça en fait partie, c'est un élément, selon vous, du patrimoine. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, le parc, c'est bien connu, son rôle pour la préservation de la faune et de la flore. Mais les activités agricoles font partie du territoire et ont été intégrées dès la création du parc et continuent de s'exercer sur le parc. Elles ont même été, renforcées par la loi de 2006 avec l'introduction d'un nouveau concept qui est le caractère du parc. Alors qu'est-ce que le caractère? C'est l'identité du parc. Et il suffit par exemple là, de venir dans la vallée de la Rocheur pour se rendre compte via les chalets d'alpage, les clarines, les sonnailles, le savoir-faire fromager, le bleu de Termignon par exemple ici, que l'activité agricole fait pleinement partie du caractère du parc et de l'identité du parc. C'est un patrimoine à part entière. Alors il y a des actions particulières qui sont menées et très récemment donc, on a entendu parler de la création du prototype Tatou pour loger les bergers. Alors qu'en est-il et qu'est-ce que c'est? Oui, alors le Tatou, donc, je vais peut-être reprendre, effectivement on va dire que
L'absence de logement pour accueillir les bergers en alpage, c'est le principal frein qui empêche le gardiennage des troupeaux. Donc partant de ce constat, on sait que la restauration de chalets n'est pas toujours immédiatement possible, pas toujours faisable. Donc on a déployé un nouveau type de cabane pastorale, héliportable, totalement réversible, qui est constitué de 5 modules qui peuvent s'assembler, donc qui sont apportés par hélicoptère, qui s'assemblent et qui permettent d'offrir des conditions de vie aux bergers satisfaisantes, avec une douche, avec de l'eau chaude, de l'eau potable, un lit, un chauffage, un frigo, l'ensemble des éléments nécessaires pour passer une saison correcte, on va dire, en alpage. Et est-ce qu'il y a d'autres actions pour soutenir les éleveurs au niveau de la prédation du loup, à part ce système? Alors effectivement, on y travaille justement dans le groupe, au sein du groupe de travail loup mis en place dans le cadre du protocole Bien Vivre Ensemble en Vanoise, où ont été définis avec la profession, avec l'ensemble des acteurs, un ensemble d'actions prioritaires. Donc en travaillant sur le logement, je vous ai dit, c'est l'élément clé. Donc on a ce fameux tatou. On a également déployé 10 abris d'urgence, donc qui sont des abris pastoraux, mais avec un confort beaucoup plus sommaire, mais qui peuvent être mis à disposition des éleveurs du parc. On participe également, on prend en charge des héliportages de ravitaillement de chalets en début de saison. Et cette année, on a mis en place également une brigade de bergers d'appui qui peuvent venir en renfort ou en remplacement des bergers qui peuvent être dans des situations de fatigue du fait de la prédation, du fait d'être confrontés en permanence, qu'il y ait des attaques ou non, à la présence du loup, et donc du coup à une vigilance accrue pendant la saison. Et puis un petit mot sur les actions que vous menez aussi pour la préservation du patrimoine bâti. Il y a toujours des actions en cours? Alors il y a des actions en cours, donc je vous ai parlé des dispositifs héliportables, mais c'est vrai que dès qu'il y a un chalet qui existe et qui peut être restauré, ça va être notre priorité. C'est pas toujours facile parce que le parc n'est pas propriétaire de ces chalets-là. Ils sont parfois en indivision, parfois il y a de la mésentente entre les propriétaires. Il y a aussi des conditions de terrain qui font que les chantiers sont plus longs en montagne qu'ailleurs. Donc pas toujours facile, mais dès qu'on peut le faire, on l'accompagne. Et on a notamment mis en place une mission d'appui architectural. Donc un architecte qui peut accompagner, prendre en charge des études préalables, accompagner techniquement les projets pour qu'ils puissent émerger. Donc il y a un projet cette année qui est sorti par exemple sur Pralognan-la-Vanoise. On espère qu'il y en aura un autre prochainement sur Modane. Voilà, à partir du moment où il y a encore une vocation agricole et que le chalet peut vraiment répondre à un besoin de l'éleveur. Eh ben, Guy-Noël Grosset, merci. Merci à tous les deux.